Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de préférer Planète 7 TV. Bienvenue dans cette interview que nous accorde le président du mouvement des patriotes libéraux, monsieur Mamadou Ouli Diallo. Bonjour, monsieur le président. Bonjour Pathé, bonjour aux millions de digispectateurs de Planète 7 TV. Un plaisir pour moi de passer dans votre émission et dans cette interview. Allez, avant de parler en tout cas des sujets qui nous attendent, on va vous souhaiter une bonne heureuse année, mais surtout vous écouter sur l'année 2024 écoulée. Qu'est-ce que vous retenez de cette année? Alors, 2024 aura été une année noire pour nous autres, une année cauchemardesque, catastrophique je dirais, pour nous autres parce que nous autres avions vu nos lieux de travail fermés brusquement, violemment, nos lieux de travail parce que ce n'est pas seulement là où moi personnellement je travaillais, ce n'est plus une nouvelle, tout le monde le sait, 3 gros médias du pays ont été fermés courant 2024. Fermés par ceux qui auraient dû garantir la sécurité du travail, pour qui qu'il soit, journalistes, maçons, professionnels, soudeurs, électriciens, qui qu'il soit, un travailleur reste un travailleur parce qu'il va le matin chercher la pitance pour sa famille et il vit de son métier. Donc fermer un lieu de travail, mettre le travailleur au chômage ne peut être qu'une catastrophe pour la personne. C'est pour cela que j'ai dit que cette année aura été donc une année noire pour nous autres qui avions donc été obligés de déguerpir de notre lieu de travail, mais pire, d'abandonner notre passion, notre profession, donc qui consiste à user des libertés publiques qui sont consacrées par notre Constitution et qui ont aussi été vantées par la charte de cette transition. Et donc, ça a été la grosse tache noire de 2024. Mais, voyez-vous, la vie aussi est une succession, si vous voulez, de hauts et de bas. Ça a été des dures épreuves, mais nous sommes des croyants, nous sommes aussi des hommes déterminés, et donc nous avons accueilli cette épreuve avec philosophie, nous avons accueilli ces épreuves-là, cette violence d'État avec résilience, et nous rendons donc grâce à Dieu qui a fait que nous rentrons de plein pied dans 2025 en bonne santé surtout, puisque nous tenons encore sur nos 2 pieds. Nous ne sommes pas morts de faim, nous ne sommes pas morts de stress, nous ne sommes pas morts de honte qu'on a voulu nous infliger. Nous sommes là et pour tout ça, je rends grâce à Dieu parce que le rejet qui a résulté de cette situation vis-à-vis de nous a plutôt été transformateur. Ce rejet transformateur, en tout cas au plan individuel, a fait de moi le nouvel homme que je suis en 2025, celui-là qui a décidé de se lancer sur le terrain politique plutôt que de rester dans la résignation. Voilà, justement, en tout cas, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année. On va évoquer tout à l'heure cette transformation du journalisme donc, à la politique, mais pour commencer, on va parler de l'actualité. J'aimerais avoir votre commentaire sur le discours de Nouvel An du président de la transition, le général Mamadi Doumbouya. Que retenez-vous globalement? Est-ce que cela vous rassure quant au retour à l'ordre constitutionnel? L'évocation du retour à l'ordre constitutionnel rassurerait tout le monde, puisque nous sommes dans un ordre non constitutionnel. Donc l'ordre normal a été interrompu depuis le 5 septembre 2021 à travers ce coup d'État que le CNRD appelle la prise de responsabilité. Donc à chaque fois que le président de la transition évoque le retour imminent à l'ordre constitutionnel, il ne peut que rassurer tout le monde. Sauf que ça fait 3 ans, près de 4 ans maintenant, qu'on évoque année après année le retour vers cet ordre constitutionnel. Ouais. Donc en vrai, à quand ce véritable retour à l'ordre constitutionnel? C'est là la question. Parce que, en général, les transitions ne durent pas. Avant, c'était 6 mois, c'était 1 an, c'était 1 an et demi. Ça se discutait farouchement entre les institutions
internationales, les partenaires et les auteurs de coups d'État pour ne pas que ça dure. Mais on a l'impression qu'on est dans un mandat qui est en train d'aller vers un quinquennat. Donc, à quand véritablement ce retour? Alors, on a écouté le président de la transition 3 années, durant 3 adresses de suite à la nation, à l'occasion donc du Nouvel An. Il a toujours parlé de retour vers l'ordre constitutionnel. Il se trouve que dans l'esprit de l'accord dynamique qui a été signé entre le CNRD et la CEDEAO, il a été donc établi que la transition devrait prendre fin 31 décembre 2024. Sauf que dans les faits, ce n'est pas le cas, puisque les activités qui étaient contenues dans le chronogramme justement de ces 2 années-là n'ont pas été réalisées. On peut nous dire qu'on a commencé certaines, le RAVEC, le recensement général, mais en fait, ce n'est que formel parce que c'est juste des lancements qu'on a vus en atelier, dans les séminaires, mais concrètement sur le terrain, on ne voit pas grand-chose. Le référendum constitutionnel était censé avoir lieu durant 2024. Le président de la transition y tenait parce qu'il avait promis aux Guinéens, lors de son adresse à la nation de 2023, il avait promis que le référendum constitutionnel allait se tenir en 2024. Donc, malheureusement, on n'a pas eu le référendum constitutionnel. Ça veut dire que quelque chose nous a été promise, elle n'a pas été réalisée. Donc, de ce point de vue, c'est un résultat qui n'a pas été atteint, très malheureusement. On ne peut même plus parler donc des autres élections, c'est-à-dire les communales, les législatives et la présidentielle. Et il a dit cette fois-ci que 2025 serait une année électorale. Au premier trimestre de cette année, il va prendre un décret qui annoncera donc la date pour la tenue du référendum constitutionnel. Alors, on veut bien donc croire au président de la transition sur les mots, mais je pense que pour que, une fois de plus, l'on ait confiance en cela, je pense que les actes doivent commencer à être posés dès maintenant, c'est-à-dire dès les premiers jours du mois de janvier 2025, parce que nous sortons d'une conversation très édifiante avec un fin connaisseur du processus électoral, un homme d'État, hier, qui nous disait qu'en réalité, on n'a pas de temps si on veut tenir même le référendum en mai à venir. Matériellement, techniquement, c'est pas réaliste d'ailleurs. Donc, pour qu'on croie à ce que le président effectivement a dit qu'il en a la volonté, il va falloir qu'il donne des instructions fermes pour que ça commence dès cette première semaine du mois de janvier 2025, pour qu'on sache qu'effectivement, il tient à ce qu'on aille vers ce référendum constitutionnel qui va baliser donc le chemin aux autres échéances du processus électoral, c'est-à-dire donc les communales, les législatives et la présidentielle. Et si quelqu'un donc n'a pas fait son travail pour qu'on arrive à la tenue de ce processus-là en 2024, il faut aussi tirer les conséquences. Je parle du CNT, parce que c'est le CNT, de mon point de vue, qui devait tout faire pour qu'on ait un document complètement final, qui devait être soumis à l'examen du Conseil des ministres, qui revêt donc un caractère légal avant de le soumettre au vote du peuple. Mais ils ne se sont contentés que d'une campagne de vulgarisation qui aura beaucoup coûté, nous aussi, à notre trésor. Donc la conséquence directe, il faudrait peut-être que le président de la transition fasse dissoudre ce CNT et qu'il recompose un autre CNT plus efficace, n'est-ce pas? Et puis pour qu'on aille très rapidement vers ces élections-là. D'accord. Allez, à présent, nous allons parler de votre reconversion du journalisme à la politique. On en parlait en début d'interview. Qu'est-ce qui motive ce changement? Pourquoi vous avez opté pour la politique? Pour rester fidèle à mes principes, sinon aux principes et valeurs qui ont toujours guidé mes actions, qui ont même orienté mon choix professionnel. N'est-ce pas? Dans les médias, nous avons toujours donné la parole aux citoyens pour qu'ils s'expriment librement sur la vie de la société, sur les problèmes qu'ils rencontrent. Mais aussi dans ces mêmes médias, nous avons été des journalistes investigateurs.
nous nous sommes intéressés à la gestion de la chose publique pour savoir dans tel secteur les choses se passent bien, dans tel autre secteur il y a à redire, il y a de la mauvaise gouvernance, et donc nous alertons, nous dénonçons et nous participons ainsi donc à l'effort de construction d'une gouvernance vertueuse, toute chose qui nous a été vendue par tous les gouvernants. Et nous sommes restés dans ce travail. Et vous avez vu ce qui s'est passé, je venais de le dire tout à l'heure. Un beau matin, on est venu bloquer tout, comme quoi vous ne travaillerez plus. Donc à partir de ce moment-là, je me suis senti un peu poussé hors du champ public qui me permettait justement de m'exprimer sur la vie de notre pays, sur la marche de notre nation. Or, ceci est un sacerdoce, c'est une passion pour ma personne que je ne peux abandonner. Et donc, je me suis dit, après un temps de réflexion, puisque la politique aussi a fait partie de mes centres d'intérêt, parce qu'avant d'arriver dans les médias, j'ai d'abord milité en milieu estudiantin. J'ai été étudiant militant au compte d'un parti politique sur le terrain, avant de fermer provisoirement cette parenthèse et venir dans les médias. Et donc, évidemment, en termes de planification personnelle, j'étais censé revenir à l'engagement politique aujourd'hui ou demain ou après-demain. Ça veut dire que ça aurait été... C'est pas un choix par défaut. Non, c'est pas un choix par défaut. En fait, c'est une passion personnelle, c'est un engagement de départ. C'est vrai que en étant journaliste, je ne pouvais pas continuer à militer politiquement. Mais dans ma tête, je me disais qu'un jour ou l'autre, j'allais arrêter le travail de journaliste et m'engager politiquement sur le terrain. Maintenant, il y a toujours un contexte qui dicte une action. Maintenant, le contexte, il est celui de la fermeture brusque des médias qui donc a anticipé cette action de retour à l'engagement politique. Et donc, je me suis dit, j'avais toujours planifié dans le secret le mouvement des patriotes libéraux. J'avais commencé à sortir le sigle et les gens me demandaient qu'est-ce que ça voulait dire. Donc je voulais finir tout le travail avant que l'opinion n'en soit informée. Malheureusement, la fermeture brusque des médias a été le facteur anticipateur de cette action. Justement, parlez-nous du mouvement des patriotes libéraux, MPL. Comment est-il structuré? C'est quoi votre objectif? Alors, le mouvement des patriotes libéraux, pour moi, c'est un mouvement à caractère politique. Son ambition, c'est de concourir aux élections à venir. C'est justement d'abord de participer au débat public. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous voulons être sur le champ public, participer au débat public, lire la marche de notre nation. Et quand les élections arriveront, nous présenterons des candidatures, mais des candidatures indépendantes, parce que nous ne sommes pas un parti politique formalisé comme d'autres sur le terrain. Et donc le mouvement devient un réceptacle d'idées, un cadre d'échanges, de rencontres, où on pourra aussi détecter des profils, détecter des gens qui sont utiles à la société, qu'on peut révéler. Et au moment des élections, certains peuvent être bien prédisposés, par exemple, à être candidats indépendants pour la mairie de, j'ai envie de dire, de Sonfonia, pour la mairie de Kindia, pour la mairie de Zérékoré, ainsi de suite, pour la mairie de Tougué. Alors, il y a d'autres qui peuvent être prédisposés à être des députés uninominaux des différentes régions, mais parce qu'ils ne sont pas dans les partis politiques, ils ne peuvent pas tout de suite donc se donner cette possibilité-là. Et donc les candidatures indépendantes offriront ces possibilités à ces femmes et hommes et à ces jeunes hommes et jeunes dames qui sont tapis dans l'ombre dans les quartiers, dans les communes, dans les régions, mais qui sont pourtant utiles à la communauté, qu'on va aider à se révéler, qui vont se présenter à ces échéances-là. Et puis, l'élection présidentielle, quand elle arrivera, nous essayerons aussi à cette échéance électorale, pourquoi pas, pour prendre la place de ceux qu'on croit être incapables d'amener notre pays à l'idéal qu'on a toujours
imaginé pour la Guinée, mais qui est en train de se réaliser à quelques kilomètres de chez nous, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, qui se transforme très rapidement. On n'a plus besoin de comparer notre pays aux pays arabes, à l'Égypte, à la Tunisie, ou je ne sais pas, au Maroc. Il faut faire la comparaison à nos voisins ici, pour se dire que nous sommes en stagnation, et que nous devons évoluer. Et nous pensons que pour cela, nous devons donc mettre la main à la pâte. On a toujours analysé la marche du pays, la gouvernance du pays, on a critiqué, on a même proposé. Maintenant, si ça ne marche pas, on veut venir participer directement pour impacter justement la vie de la nation. Et c'est pour cela que nous allons, si nous en avons les moyens au moment venu, prendre part à toutes ces échéances électorales de la base au sommet, comme évidemment l'a décliné le président de la transition, dans ses différentes adresses à la nation. Sauf que vous arrivez pendant une période quand même, on va dire, cruciale, où il est difficile d'exercer les activités politiques. Comment comptez-vous vous y prendre? Bon, heureusement que le président de la transition a dit que la reprise des activités politiques se ferait rapidement en cette année 2005. Donc je pense que ça peut être l'une des bonnes nouvelles qu'on peut capter dans l'adresse à la nation du général Mamadi Doumbouya. Il a dit qu'en 2025, il y aura la reprise effective des activités politiques. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de rétrécissement de l'espace public, même s'il y a quelques éléments contradictoires, parce qu'il y a des arrestations d'acteurs politiques comme Ali Ouba, parce qu'il s'est exprimé librement. Et bon, on prétexte qu'il a fait offense au chef de l'État pour donc l'envoyer en prison. Donc je pense qu'il faut faire l'effort de créer une sorte de cohérence entre le discours politique et la réalité du terrain. Il a dit qu'il va y avoir la reprise des activités politiques. Cela suppose que nous ne devons pas désormais être inquiets de critiquer la gouvernance ou de demander par exemple un sitting, parce que voyez-vous, moi j'aurais bien voulu faire un sitting devant la présidence de la République pour la dissolution du gouvernement Baouri, pour ce qui est arrivé au stade de Zérékoré. Et nous avons fait une pétition qu'on a mis en ligne. Malheureusement, la pétition, ce n'est pas dans la culture du Guinéen, même pas dans la culture des Africains le plus souvent. C'est un outil qui n'a pas été beaucoup utilisé. Ce qui aurait été un outil plus efficace aurait été qu'on nous donnait, par exemple, la possibilité de faire un sitting devant le palais Mohamed V et pour dire au général, par exemple, que nous lui demandons de dissoudre le gouvernement en place pour telle raison. Les Guinéens auraient entendu cela, ils auraient peut-être accompagné ça, parce que ça valait le coup. Et on a encore le temps, parce que tous ceux qui sont dans cette équipe doivent tirer les conséquences de ce qui s'est passé à Zérékoré, du sommet à la base de la pyramide administrative, parce que c'est un drame qui ne peut pas passer comme cela inaperçu. On a fini de les pleurer, mais il faut tirer les leçons en termes de responsabilité directe et indirecte. Donc, j'estime et j'espère que en 2025, les activités politiques seront libéralisées, comme l'a dit le président de la transition, et que nous pourrions exercer ce droit politique, mais aussi dans le respect, effectivement, de la charte des partis politiques et de la loi qui régit notre pays. Si vous voulez manifester, vous informez, vous désignez un couloir de marche, vous respectez la discipline, ainsi de suite. Ça, c'est des choses qui doivent se faire pour que justement chacun bénéficie ou sinon exerce ces libertés-là. Alors, que vous inspirent toutes ces arrestations et kidnappings qui se passent dans notre pays? Oui, ces arrestations violent l'esprit de la charte, l'esprit des lois, l'esprit de la démocratie, parce que la démocratie consacre l'expression libre des uns et des autres, l'activité politique et tout ce qu'on venait de dire tout à l'heure. Donc que les gens soient enlevés d'abord arbitrairement. Or, quand vous regardez dans la charte de la transition, tous ces droits-là sont consacrés. Et la promesse est donnée de les défendre et de les garantir. Mais pour la plupart des cas, c'est des gens qu'on est allé pratiquement enlever, qui n'ont reçu aucune convocation. Si vous voyez le cas de Foniki Mangué, encore, on ne sait pas qui l'a enlevé parce que l'État, non seulement n'assume pas ce qui s'est passé, mais se dit aussi ne pas être informé de là où ils sont et de qui les a enlevés. Or, l'État
c'est cette institution qui est censée nous sécuriser tous. Quand je suis seul dans la circulation et que je suis inquiet, je pense à l'État, que c'est lui qui doit me secourir. Si quelque chose m'arrive, c'est lui qui doit, a posteriori, s'il n'a pas pu antérieurement me sécuriser, a posteriori donc me sécuriser. Qu'on enlève des gens et qu'on dise que ce n'est pas nous, ce n'est pas un problème. Mais qu'on sache au moins, qu'on voit le signe que l'État était sur le terrain pour chercher à savoir qui alors les a enlevés, où est-ce qu'ils sont. Et puis secondo, vous en avez d'autres qui ont été enlevés. Monsieur Nimaga, qui est un ancien haut fonctionnaire de l'État, enlevé en pleine journée. Et on ne sait pas où il est, qui l'a enlevé, pourquoi. Et puis maintenant, vous avez notre confrère Marwan Kamara, qui a été brutalement et violemment aussi arrêté, et comme ça, sans convocation, absolument rien. Et c'est Aliouba aussi qui a été empêché de sortir du pays vers les frontières de Sierra Leone, et ramené à Conakry, et qui est maintenant en prison. Donc je pense que tout ça ne cadre pas avec les engagements renouvelés encore par le président de la transition lors de son adresse. Parce que dans son adresse, il a encore réaffirmé sa volonté de faire respecter l'état de démocratie, une transition démocratique. Mais sauf que à côté de ça, vous avez les tristes réalités qui sont là et qui violent ces engagements-là, malheureusement. Alors, un commentaire sur le projet Simandou. C'est un grand projet, un vieux projet, qui, s'il est mis en œuvre, va propulser la Guinée, n'est-ce pas, dans la sphère des pays, on va dire, miniers, des grands pays miniers ou pays économiquement avancés et riches. En tout cas, c'est l'espoir que nous portons depuis longtemps. Maintenant, il ne faudrait pas que ça devienne le folklore de tous les matins. On déjeune Simandou, on se couche Simandou, on s'habille Simandou. Quand il y a des accidents, ce n'est pas le Simandou qui va régler ça. Il y a des problèmes qui sont là, qui relèvent justement des besoins primaires. On a besoin d'un État présent, d'un État juste. Pour des questions de justice, ce n'est pas le Simandou qui règle tout ça. Mais aujourd'hui, on a l'impression que ça devient une sorte de fonds de commerce pour beaucoup de gens. Sinon, dans les faits, voilà, c'est un projet. L'essentiel est que ça se réalise. Ce n'est pas un projet qui appartient à une seule gouvernance. Le Simandou était là avant l'indépendance. C'est un monde qui est là à Beila. Il a été là au régime de Lansana Conté, qui sans doute a planifié des actions pour que le Simandou soit un projet réel. Malheureusement, ça n'a pas pu se réaliser au temps du général Lansana Conté. Alpha Condé a fait son boulot pour que les blocs là reviennent dans l'escarcelle de l'État. C'était très inespéré d'ailleurs en termes de combat judiciaire à l'international. Il a fait sa part d'action, il faut le reconnaître. Maintenant, si le CNRD aussi s'est emparé du pouvoir et a dit qu'il va intensifier le travail pour que le Simandou devienne une réalité en son temps, c'est salutaire. Si ça ne devient pas réalité en son temps, ça peut le devenir au temps de Mamadou Ould Diallo, président de la République, ou Y, président de la République. Et puis le tout ne se fera pas au temps du prochain régime. Ça continue. La vie de la nation, c'est de zéro à l'infini. Maintenant, si vous dites c'est moi qui ai commencé tel, il faut que ça se finisse en ma présence, c'est là où vous faussez la donne. Donc je pense que de bonne foi, c'est un bon projet. Seulement, il faut débarrasser le projet de tout ce qu'il y a comme folklore autour, laisser les techniciens, les partenaires qui sont autour travailler tranquillement. Et puis voilà, les autres choses aussi évoluent parallèlement. Mais le tout ne se résume pas au Simandou. Il y a d'autres secteurs qui ont besoin de l'attention de nos gouvernants. C'est le secteur de la justice, primordialement, le secteur de liberté publique. Si tout ça n'existe pas, eh bien, les gens ne seront pas rassurés de l'effet positif du Simandou. D'accord. Alors, si vous avez l'opportunité d'échanger avec le général Mamadi Doumbouya, maintenant, quelles seraient vos préoccupations? Je dirais au général qu'avant, on le sentait très à l'écoute parce qu'il y a des alertes qu'on donnait à l'époque quand nous étions dans les studios via nos enquêtes. Il demandait des comptes et à un moment donné, le système s'est mis entre lui et le peuple, on va dire comme ça. Et donc, les voix dissonantes, les sonneurs d'alerte sont devenus des ennemis. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des scandales qu'eux-mêmes sont en train de régler.
On n'a pas eu besoin des médias maintenant pour le faire. Le scandale de 700 milliards de francs guinéens, donc de plus de 70 millions de dollars au niveau des douanes, c'est un dossier que nous avions à la radio, que nous avions évoqué clairement, et tous les signes se ressemblent avec les éléments que la CRIEF a en sa disposition. Les sociétés de, comment on va dire, j'ai oublié, qui ont été donc, qui ont été ciblées par la CRIEF, des sociétés de transit, sont les mêmes sociétés que nous, on a évoquées dans nos enquêtes. Si à l'époque, l'autorité s'était intéressée à ces alertes-là pour dire qu'est-ce qui se passe, ouvrir des enquêtes et mettre les organes de contrôle sur ces choses-là, on ne serait pas aujourd'hui à une phase où on doit maintenant chercher 70 millions de dollars cash. C'est perdu. Et il y a d'autres gros scandales comme ça qui ont été révélés. D'autres sont en prison. C'est des dossiers que nous avons tous révélés. Ce que je veux lui dire, c'est de faire l'effort de s'émanciper du système qui dit aujourd'hui qu'il a réussi à l'hypnotiser et donc à le maîtriser. De rester à l'écoute du peuple et à l'écoute des autres voix qui sont ces médias-là. Mais aussi, n'est-ce pas, à souvent revêtir le manteau du chef humble. On lui a dit qu'il est un chef guerrier, on ne doit pas le critiquer. Tout ce qui critique, il faut le foutre en prison. Tout ce qui critique sont ses ennemis. Tous ceux qui sont contre lui ne doivent pas être, enfin, tous ceux qui sont opposés à sa gouvernance ne doivent pas être ses interlocuteurs. Je pense que le chef, et des fois, il faut être très humble, vous mettez au-dessus de certaines attaques, de certaines contradictions. C'est lui qui doit réunir. Comme il l'a dit dans son discours, il a prêché l'union. Il faut justement envoyer les signaux. Et c'est le moment d'envoyer ces signaux-là à ceux qui sont en Guinée, qui sont hors de la Guinée, qui ne voient pas les choses de la même façon que lui, mais pourtant qui veulent aussi le bonheur de la Guinée, qu'il ait une manière de les faire venir pour créer un cadre de discussion, pour que chacun donne ses idées, même si elles sont contradictoires, pourvu qu'elles aillent dans le sens du progrès de la Guinée. Et je pense que c'est lui qui y gagnerait. C'est lui qui sortira victorieux de cette Guinée où certains de ses fils ne sont pas exclus parce que tout simplement, ils ont une autre idée. Ceux qui sont les ennemis de la Guinée, ce sont les grands bandits qui prennent les armes, qui vont tuer les gens pour prendre leurs biens. Les grands bandits, c'est ceux qui sont dans tous les gros trafics qui déciment la jeunesse. Les grands bandits ou les ennemis, c'est ceux qui prendraient des armes pour attaquer la Guinée. C'est contre eux qu'on doit acheter les arsenaux de sécurité. C'est contre eux qu'on doit se munir, je ne sais pas, de tout ce qu'on a. Ce n'est pas les autres Guinéens qui n'ont que des idées pour dire ça, c'est pas bon, ça a été mal fait. Ce n'est pas ceux-là qu'on doit chasser du pays. Ce n'est pas ceux-là qu'on doit mettre en prison. Mais c'est plutôt des grands bandits, les mafias, qui doivent être dans cette position-là. Allez, Monsieur le Président, je rappelle que vous êtes donc le président du mouvement des patriotes libéraux, MPL. On arrive au terme donc de cette interview. On aimerait vous écouter, le mot de la fin avant de clôturer. Non, juste dire merci à Planète 7 TV. Souhaiter que 2025 soit une année de performance pour vous. De beaucoup de recettes publicitaires. Malheureusement, l'écosystème médiatique a été complètement bouleversé, détruit par tout ce qui arrive. On espère que 2025 sera l'âge d'or pour la presse, une fois encore, pour qu'on redore son blason. Et dire donc aux citoyens que nous devons tous participer à l'édification de la nation à laquelle nous aspirons. Cette Guinée qui progresse comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal, comme d'autres pays. Ce n'est pas aussi que les gouvernants qui doivent y travailler. C'est nous, les citoyens aussi. Parce que voyez-vous, notre pays a un problème qui est le problème de la discipline. Et la discipline, c'est à tous les niveaux. Au niveau de nous, citoyens, et au niveau aussi des dirigeants. Si la discipline manque à tous les niveaux, on a la Guinée que nous avons, une circulation où tu as tout le monde qui est intolérant, prioritaire. Un pays où tu as des ordures dans tout l'espace public, un pays où il y a la corruption et tout le reste. La discipline, elle est importante pour nous et je pense que chacun doit y mettre de son sien pour que nous puissions bouger. Pour le reste, nous interpellons ou nous appelons nos compatriotes de la Guinée et d'ailleurs de rejoindre les rangs du mouvement des patriotes libéraux parce qu'ici, nous allons faire autrement l'activité politique de façon très objective, de façon sincère, intègre et honnête pour le bien de la Guinée.
Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Président Mamadou Ouri Diallo, président donc, du mouvement des patriotes libéraux. Ça n'est fini en tout cas pour cette interview. On se retrouve très prochainement sur Planète 7 TV. Salut à tous.